Pokémon est toujours, de plus en plus, un vaste sujet à aborder. Leur grandissant stratégie qui évolue, innovation technique à chaque nouvelle génération. Ce n'est pas pour rien que la licence pousse autant de fans à théoriser sur son avenir, il y a toujours du nouveau, voire toujours du surprenant. Aujourd'hui, nous voudrions simplement et humblement apporter notre patte à l'édifice de la Poké-analyse sur internet et YouTube, et nous questionner globalement sur l'avenir des jeux Pokémon à l'aube de l'arrivée de la 9G. Installez-vous confortablement avec votre petite tasse de lait meumeux, votre verre de jus de baie du matin et votre petit pot fin. C'est parti! Pour commencer, petite rétrospective classique et brève des jeux passés. En première gène, sortaient les deux jeux rouge et bleu et leur version jaune complémentaire. En deuxième génération, à nouveau deux jeux, or et argent suivis de la complémentaire cristal. Nous étions alors à l'ère de Game Boy et Game Boy Color. Et Game Freak s'imaginait achever sa licence Pokémon avec ce second épisode. Mais le succès et la créativité étant au rendez-vous, pourquoi s'arrêter si on peut faire plus ? En troisième génération sortaient donc Ruby et Saphir, complétés par Emeraude, et suivis pour la première fois de remakes que furent Rouge-Feu et Vert-Feuille, le tout sur Game Boy Advance. Ensuite, à l'arrivée de la célèbre Nintendo DS, la quatrième génération sort et explose les compteurs de popularité. Perle, Diamant et Platine pour le compléter. Puis, à nouveau deux remakes que furent Earth Gold et Soul Silver. La meilleure génération aux yeux de certains, objectivement l'une des mieux développées effectivement. Puis, la cinquième génération, et la surprise de ne l'avoir agrémentée que d'une double suite, Noir 2 et Blanc 2. Beaucoup de fans sont alors surpris, ni version complémentaire, ni remake, tout le monde voyait déjà les versions grises et remake de la 3G, alors pourquoi ? La réponse est que Game Freak procède maintenant au remake sur les générations paires et aux suites sur les générations impaires. La sixième gène déboule finalement à son tour sur la nouvelle Nintendo 3DS et à défaut d'être suivie d'une version complémentaire pourtant presque teasée in-game, les fans auront bien droit cette fois au remake de la 3G que sont Ruby Omega et Saphir Alpha. Septième génération, toujours sur 3DS, avec Soleil et Lune suivi de Ultra Soleil et Ultra Lune. Une fois encore, comme pour la 5G, une suite sans complémentaire ni remake. Cette fois, c'est sûr, Game Freak a déjà abandonné au moins une formule qui est celle des versions complémentaires. Enfin, la 8ème génération débarque sur nos écrans non seulement de consoles, mais aussi de salon, sur la toute nouvelle et révolutionnaire Nintendo Switch, qui est en passe de devenir, avant sa fin de vie, la console la plus vendue de tous les temps. Épée et bouclier révolutionne Pokémon sur le plan technique, scénaristique, stratégique et marketing. La pratique des DLC débarque dans les jeux avec Isolarmure et Couro-Neige. Et récemment, ce sont non seulement des remakes, enfin, ce qu'on peut appeler des remakes, de la 4ème génération qui ont vu le jour, mais également une toute autre nouvelle formule, la formule Legends. Pokémon Crossing et Pokémon X Retour vers le futur en somme. Enfin, assez plaisanté, pour finir sur ce schéma introductif, il faut tout de même noter une chose. Diamant étincelant et Perle scintillante sont sortis au même moment que Legends Arceus, tout en englobant la même génération Pokémon d'une manière ou d'une autre, la 4ème génération. Nous avons donc eu droit à un remake fidèle et visiblement plus destiné aux enfants d'un côté, et à une sorte de remake plus rebooté et remasterisé original, plus destiné aux adultes de l'autre. Depuis quand c'est Peggy 3 de pouvoir se faire buter par un Ronflex énervé dans un monde semi-weird ? Maintenant que cette rétrospective est faite, faisons un dernier constat des pratiques de Game Freak. La logique de ce petit studio n'a jamais été un secret tant il soulève autant d'admiration que de frustration. La fierté et la valeur de créativité sont leur boussole. Cette dite fierté est ce qui les a notamment poussés à refuser l'aide des développeurs de Breath of the Wild sur Arceus. Mais c'est cette même fierté qui leur a fait refuser, là encore, dès leur début, cependant, de modifier leur formule Capsule Monsters plus poissons et insectes, typiquement japonais, pour une formule suggérée par Nintendo qui aurait dû consister en des combats de dinosaures à la sauce Dragon Quest par exemple. Logique donc de constater chez Game Freak une attitude se traduisant par « je préfère merder seul que réussir 5 minutes sur conseil d'un autre ». Pour la valeur créativité, elle est également liée à la naissance de la licence. Ce sont bien les cultures, folklore et paysages nippons qui ont inspiré les concepteurs de Pokémon, et non les modes récentes à suivre pour prendre le train du succès en pleine marche.
Qui n'a jamais entendu un fan de Zelda mépriser le dernier jeu Pokémon par comparaison fallacieuse, n'est-ce pas Neko ? Je ne vois pas de quoi vous voulez dire. Comme si finalement, il fallait toujours et absolument ressembler à ce qui est réussi et est à la mode du moment, en dépit de toute notion de cohérence et d'identité. Et ça, chez Nintendo, on sait que c'est quelque chose de difficilement imaginable. Soit on sort un nouveau Zelda qui, reconnaissons-le, dicte lui-même les nouvelles règles du marché des RPG et actions RPG, soit on sort un énième opus d'un Super Mario ou Mario Kart, soit encore et toujours avec Mario, on sort un jeu qui copie totalement les codes d'un autre, en mettant la grosse tête du plombier italien sur la jaquette comme s'il s'agissait d'un label à lui tout seul. Et dites-moi donc qu'il faut un effort d'originalité considérable pour sortir Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis, Mario Party ou encore Mario Strikers. On prend le temps de boire les larmes des rageux hystériques là. Vous permettez ? C'était si violent et gratuit que ça serait dommage de pas en profiter. Néanmoins, parenthèse fermée, force est de constater que Game Freak change de formule marketing. Leur recherche de revenus supplémentaires et de level up en matière de game design s'est intensifiée depuis la sortie de la Switch, et la volonté d'atteindre les enfants à tout prix s'est particulièrement spécialisée sur l'aspect interactif des jeux Pokémon au détriment de ces modèles passés. Oui, nous avons volontairement ignoré Let's Go, Evoli et Pikachu dans notre récap pour cette raison. Perle étincelante et diamant scintillant prouvent désormais que Let's Go n'est pas un remake, mais plutôt une formule à part, mignonne et gentillette, pour enfants ou certes pour adultes, mais qui découvre plus qu'elle n'adore. Mais du coup, artistiquement parlant, comment s'articule le fil rouge de Pokémon chez Game Freak ? Nous avions déjà évoqué le pan culturel à travers les inspirations du studio. Les Pokémon, les régions, les villes, les légendes, tout est lié ici à notre réalité. Cryptide, vraie région du monde, folklore réutilisé. Il y a toujours une inspiration réelle derrière la fiction. Pour ce qui est du système de jeu, de son fonctionnement notamment en termes de combat, le tour par tour n'a rien de particulièrement nouveau encore à ce jour. Mais la fameuse table des types de Pokémon est assez typique de ce titre et c'est équivalent à un gigantesque Shifumi, tout en rappelant les tableaux d'éléments naturels issus des philosophies d'Asie. Et en parlant de philosophie, celle-ci est au cœur de chaque jeu, toujours cristallisée par une dualité. Rivalité entre Blue et Red autour de la notion d'amour de son Pokémon, dualité jour et nuit dans Or et Argent, terre et mer dans Rubis et Saphir, espace-temps dans Perle et Diamant, idéal et réalité dans Noir et Blanc, avec tradition et progrès mis en balance surtout dans le deuxième opus, la vie et la mort dans XY, le visible et le caché dans Soleil et Lune, et enfin le courage et la peur dans Épée et Bouclier. On voit rapidement que l'amour dans Pokémon n'est perceptible pour le joueur qu'à partir de la seconde génération, avec la jauge secrète de bonheur. Cette jauge permettant d'accéder à certaines nouvelles formes d'évolution, et qui était donc totalement absente des premiers jeux. Si j'affirme cela, c'est pour souligner qu'il ne s'agit bien, en première génération, que d'un concept purement verbal, philosophique, qui s'apparente davantage à une sorte de leçon de morale transposable à la cause animale de la réalité. Même si les combats de chiens ou de coqs ne faisaient déjà plus tellement partie des mœurs. En réalité, ce qui est important à souligner dans cette première dualité, c'est que Blue est aveuglé par son orgueil face à un Red que le professeur Oak a peut-être un peu beaucoup chouchouté. V'là comment il traite son petit-fils le vieux. Mais qui aura par conséquent eu pour effet de rendre Red sage et calme, tandis que Blue aura été élitiste et méprisant avec ce qui ne permet pas de gagner. La Team Rocket étant ce qui vient relativiser son attitude, puisque tandis que lui est au pire un sale con, les Rockets sont eux carrément des criminels, voleurs, trafiquants et même tueurs de Pokémon. Puis le jour et la nuit viendront s'affronter dans toutes les thématiques de la 2G. Les deux légendaires, les nouvelles évolutions, le nouveau système de jour et de nuit de manière générale. Dans cette génération, il y avait tout simplement une nouvelle dualité naturelle de mise en avant, simple mais efficace. Terre et Mer sont venus, eux, s'affronter sur le terrain écologique, venant essayer de sensibiliser les joueurs à la question de responsabilité de l'homme, notamment du scientifique, qui cherche constamment à dépasser le naturel par exemple, sur ce que lui fait subir son environnement. Le Japon étant sujet à séismes et tsunamis réguliers, il est assez facile d'imaginer à quel point leur présence dans les esprits nippons est tenace, voire traumatique pour la plupart des gens. L'espace et le temps sont, quant à eux, des sujets plus discutables sur le plan philosophique. Il s'agit en revanche d'une dualité plus que classique dans les différents folklores et mythes humains.
C'est pourquoi la sauce aura facilement pris niveau scénario pour la 4G. Ce qui va nous permettre d'aborder l'évolution du lore dans Pokémon. Car, comme vous l'aurez remarqué, à partir de la 5e génération, la formule générale a changé, plus ou moins discrètement, à commencer par la formule de sortie des jeux, mais aussi de leur développement scénaristique et stratégique. La météo devient la méta en compétition, dans l'histoire le méchant s'avère être un gentil plus gentil que vous presque, mais manipulé par une raclure totale, on y introduit le concept de politique, accéder au rang de maître pour promulguer une loi, le tout sur un fond d'argumentaire oscillant entre idéal et réalité, ce sont les fondements de la politique, chers amis, ne vous en déplaise. Et 2 ans plus tard, il s'agit de stopper un malade qui veut s'imposer en tyran, après l'échec passé de son rejeton à réaliser son objectif, et qui s'est allié pour ça à un scientifique sans trop de scrupules. Ça n'a pas échappé à la plupart des gens, la politique, la map, le climat capricieux, les personnalités, tout dans la 5e génération est inspiré des États-Unis, jusqu'au traumatisme mondial de la bombe atomique. Car oui, Kyurem et son cratère béant sont la pokémonisation de cet événement historique tragique, et Kyurem lui-même représente le souvenir de cet événement, raison pour laquelle le dragon originel ne saurait être reformé totalement. Mais résumer le lore de la 5e génération à un peu plus de maturité ne serait pas lui rendre honneur. En réalité, la 5e génération introduit quelque chose de bien plus vaste. Tandis que les 4 premières générations évoquaient les dilemmes de la science au sein du monde Pokémon, ses atouts, mais aussi ses limites éthiques et morales, de la manipulation génétique qui engendre Mewtwo, jusqu'à la manipulation de véritables dieux des Pokémon qui auraient pu entraîner la fin du monde, rien que ça. À partir de la 5e génération, on nous évoque non seulement un délire plus politique que scientifique, mais aussi un passé royal et mystérieux à cet univers qui semble être en mesure de relier plusieurs régions. Et c'est ce que l'on ne manque pas de remarquer ensuite en 6e, 7e et 8e génération. On comprend l'ascendance royale de N, avant d'obtenir des informations sur la famille Harmonia, famille royale dont les descendants sont disséminés dans le monde des Pokémon sans pour autant se côtoyer, enfin pour le moment, et dont le membre le plus connu, AZ, est célèbre pour avoir créé l'équivalent du projet Manhattan. L'arme ultime à la base de la dualité de vie et de mort dans X et Y a laissé un souvenir cuisant à Kalos, où le descendant direct de l'ancien roi, Lysandre, a pour ambition ni plus ni moins que de réactiver l'arme, car n'étant plus très réceptif à la beauté de la vie qu'il trouve un peu trop courte et insensée. C'est également le moment, dans le lore, où le joueur comprend que les timelines des premières générations et des nouvelles sont différentes. Les premières générations ont un passé en commun avec les nouvelles, la grande guerre des Pokémon, et la science qui est parfois allée trop loin. Mais AZ et son héritage royal sont absents de toute référence, comme si finalement, dans ces anciennes générations, la guerre s'était simplement arrêtée, comme beaucoup de guerres humaines. Par la signature de traités, de pactes et d'armistices dont les héros enfants n'ont pas totale conscience, qui ne concerneraient finalement que les maîtres de ligue qui se maintiennent à leur place malgré leurs défaites respectives face aux joueurs. Ce constat est d'ailleurs appuyé par la 7e génération et la découverte des Ultra Brèches, Mega Gem, Crystal Z, Étoile Vœu, Dynamax. Ça commence à faire beaucoup de cailloux de l'espace qui donnent des pouvoirs spéciaux et surprenants aux Pokémon. Petite subtilité, vous avez remarqué pour ceux qui ont déjà joué à Donjon Mystère que la météorite explosée par Rayquaza est exactement la même dans les remakes de la 3G que dans l'équipe de secours? La fameuse météorite dans laquelle on trouve Deoxys. Autre subtilité d'ailleurs, retenez bien que cette catastrophe avait donc pour caractéristique un Pokémon extraterrestre. Je suis toujours là. En bref, toutes les mécaniques en rapport avec un pouvoir autour duquel tourne chaque nouvelle génération dépendent d'un morceau de minéral venant de l'infini cosmos. Et en parallèle de cela, nous avons cette course au savoir historique, secondaire au scénario de chaque jeu, consistant à nous mettre sur les traces de cette fameuse famille royale qui se serait déchirée et même opposée dans un duel fratricide qui aurait engagé plusieurs royaumes, autrefois unis, à s'affronter jusqu'à utilisation de la fameuse arme suprême. À Unis, nous trouvons l'origine du déchirement fratricide, à Kalos, l'histoire du roi qui a craqué son slip et créé une arme atomique. À Alola, nous rencontrons des descendants de la famille Harmonia et trouvons une bibliothèque qui raconte leur histoire. Et enfin, à Galar, nous arpentons ce qui fut probablement le royaume d'origine de cette famille, autrefois uni face à Eternatos, venu de l'espace. Vous commencez à faire des liens comme nous là, n'est-ce pas? Un affrontement contre une menace extraterrestre, tombée par météorite,
puis une chute d'autres météorites, contenant chacune plusieurs types de pouvoirs utilisables comme des armes, puis un déchirement fratricide débouchant sur une guerre avec une course à l'armement sur base de gemmes venues de l'espace, puis un événement traumatisant mettant fin à cette guerre, puis de recherches scientifiques pour lancer cette fois une course à l'innovation. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et si ces drames et cataclysmes survenus dans le monde des Pokémon étaient en fait une guerre indirecte que livrerait un autre monde contre celui-ci. Le monde d'où viendraient Eternatus, mais aussi Deoxys, Necrozma, les Ultra Chimères, Solgaleo et Lunala, qui eux ont fini par apprécier ce monde. Et si un autre monde en avait après celui des Pokémon? Pour quelle raison cela pourrait-il être, si ce n'est à cause de la menace que représente celui des Pokémon? Car menace il y a, par la Team Rocket, devenue Rainbow Rocket, par les avancées scientifiques qui ont permis de créer Mewtwo, qui est encore considéré à ce jour comme le plus puissant des Pokémon terrestres, par les avancées technologiques, dès qu'on donne aux humains 2 ou 3 cailloux de l'espace avec plein d'énergie dedans. Dans le monde des Pokémon, les humains représentent une réelle menace, bien au-delà de la Terre, il faut bien le réaliser. Un enfant prépubère chevauche actuellement un Mega Rayquaza au milieu de l'espace pour casser la gueule à Deoxys et ses éventuels cousins. Un autre gamin chevauche Solgaleo pour carrément voyager entre plusieurs mondes et capturer et savater de l'ultra chimère qu'il aurait jamais dû croiser de toute sa vie. Et un malade mental à la tête d'une mafia se balade de monde en monde avec un Pokémon ultime, génétiquement modifié, capable d'assimiler les pouvoirs d'un caillou de l'espace sous 2 formes différentes, rien que ça, avec derrière lui les malades mentaux venus d'autres mondes et ayant les moyens de soumettre les entités les plus cosmiques du monde des Pokémon. Je vous le dis, les humains du monde des Pokémon sont dangereux. Ce ne serait pas déconnant qu'un monde menacé par le nôtre envoie des Eternatus, Deoxys ou Necrozma pour faire le ménage et assurer leur sécurité. D'autant que Legends Arceus introduit l'idée qu'Arceus et ses copains viennent déjà eux-mêmes d'un autre monde et que le vrai premier Pokémon de ce monde dans lequel on évolue est Mew. Par conséquent, le lore de Pokémon semble prendre un tournant plus élaboré depuis la 5e génération, bien que ce soit la 4e génération qui servirait alors d'amorce originelle à celui-ci. Si vous appréciez notre analyse, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, restez bien à l'écoute. Nous allons désormais aborder les sujets du gameplay et de la stratégie, puis de nos théories personnelles sur la suite des choses. Comment parler de nouveautés dans Pokémon sans aborder la stratégie? La strat Pokémon est depuis bien longtemps le pilier du endgame des jeux. Quand tout le monde a fini un jeu, que le prochain opus commence à se rapprocher, les meilleurs joueurs se retrouvent à combattre dans l'arène dans des compétitions gigantesques. Et pas que les meilleurs joueurs, hein, je le dirai toujours, mais la stratégie Pokémon, c'est ouvert à tous. Investi dans la strat depuis la 7G et ayant depuis parcouru toutes les générations, j'ai bien évidemment eu pour réflexe, en voyant Pokémon Arceus ainsi que l'annonce de la 9G, imaginer ce à quoi pourraient ressembler les bases du futur de la strat Pokémon. Depuis épée et bouclier, le Pokédex du jeu est limité, et ce même dans le post-game, avec l'impossibilité de transférer certains Pokémon dans votre partie. Là où cette feature peut être problématique dans le contenu du jeu, elle est bénéfique dans le milieu de la stratégie, car les métas sont forcés de changer radicalement entre chaque génération. Mais Game Freak pourrait largement améliorer cela. On sent que les devs sont de plus en plus intéressés par la strat, et ce depuis la 7ème génération. Surtout en 8G, avec le très grand nombre de coupés tournois que le jeu propose régulièrement, encore maintenant. La 9G pourrait être une étape supplémentaire à l'avancée de la licence dans la strat. Pourquoi pas un réel mode classé, avec des rangs? On pourrait donc voir apparaître un système de ban tournant, voire même de sélection tournante, forçant les métas à changer régulièrement, sans avoir à limiter drastiquement le Pokédex du jeu. Pokémon Arceus nous a révolutionné la façon d'aborder un combat Pokémon. Même si la 9G sera plus classique dans son fonctionnement, je doute fortement qu'il revienne à un schéma identique aux Épus pré-Arceus. Ce que j'entends par là, c'est qu'une feature de l'ampleur du style rapide puissant de Arceus est fortement envisageable en 9G. Pourquoi pas un système basé sur la précision? Par exemple, puissant précis, soit tu tapes normal, soit tu tapes plus fort mais moins précis, soit tu tapes très précis, beaucoup moins fort. Ce n'est qu'une idée jetée à la mer pour simplement vous expliquer que ce type de feature est très probable en 9G, même si nous ne pouvons pas encore imaginer ce qu'il en sera. Je le redis, mais je doute que la licence revienne à son schéma original après le virage à 180 degrés qu'est Arceus. L'argument supplémentaire que je peux apporter, c'est justement la strat. Imaginez 30 secondes le schéma classique des combats Pokémon auquel on ajouterait une feature comme cela. Ah oui, 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 oui,
Le gameplay en serait d'autant plus précis et pointu, poussant bien plus les joueurs à penser leurs actions en combat plutôt que de juste prendre la team la plus broken du moment et rouler sur les adversaires non méta. Ce serait un pas de plus pour Game Freak dans le monde de l'e-sport Pokémon. Tournoi e-sport, renouvellement du schéma de combat. La 9G me hype énormément du côté de son gameplay et j'espère qu'au moins une de mes prédictions se réalisera. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Pour commencer cette dernière section dédiée à nos théories personnelles, on va y aller soft. Très peu d'entre vous, parmi ceux qui réfléchissent déjà énormément à ce genre de questions, n'auront pas noté la référence aux rayons de lumière dans les titres Scarlet et Violette liés aux rayons ultraviolet et infrarouge. En revanche, beaucoup de personnes auront loupé le coche quant aux implications théoriques d'une telle référence. Les UV sont un type de rayon dont la particularité est très majoritairement reflétée par la neige, tandis que les infrarouges sont à l'origine du phénomène de la chaleur. Feu et glace seront donc très probablement les types mis en dualité à travers les deux légendaires, tandis que leur type en commun serait probablement le type spectre. Mais dis donc Mélo, pourquoi le type spectre ? Très bonne question imbécile. La réponse est simple, spectre est le terme qui colle le mieux au phénomène de la lumière tel que teasé pour la 9ème génération. Map inspirée de l'Espagne, País del Sol y del Calor, starter dont les évolutions ne pourront être que des références à l'outre-tombe, je laisserai Neko vous expliquer en quoi juste après, logo ramenant clairement au phénomène lumineux, et lore nous amenant subtilement sur le chemin de la physique astrale. La notion de spectre lumineux et son double sens littéral profitable à l'univers Pokémon est donc inratable pour Game Freak. Petit bonus, je vous parie, une vidéo tier list ou top, j'ai horreur de ces formats, donc voilà, que la nouvelle mécanique de combat unique à chaque nouvelle génération, cette fois-ci en 9ème, sera liée à un prisme, genre prisme delta, voilà, dont le rôle sera du type réfracteur de lumière cosmique de mon cul et aura pour effet de modifier le type d'un Pokémon en fonction de l'attaque qu'il utilisera par exemple, un peu comme le ferait, je sais pas, le temps Lamproté, ou plus vraisemblablement les tablettes d'Arceus. Clin d'œil, clin d'œil. Du coup, pour ce qui est des starters, vous n'aurez pas manqué de remarquer le look de marin de ce petit canard tout mignon de type O, la gueule de piment de ce petit croco tête brûlée et ce mignon petit chat qui aurait vachement plu au copain Bob Marley. Eh bien, quand on imagine 5 secondes ce que peut devenir un petit canard marin en grandissant, il n'y a pas un choix particulièrement vaste. Goéland, cygne ou bien albatros. Et avouez qu'un albatros, ça serait clairement pas déconnant avec une ambiance espagnole. De plus, il y a fort à parier que ce look de marin tire vers celui d'un conquistador, si l'on prend en compte l'histoire espagnole qu'ont dû étudier Game Freak, ainsi que le paysage encore marqué par la royauté que nous a offert le teaser. Époque conquistador et royauté espagnole. Le premier nom qui vient à l'esprit des profanes que nous sommes est celui de Charles Quint, qui régna non seulement sur l'Espagne mais également sur les Pays-Bas, région particulièrement portuaire qui apporte à l'imaginaire maritime collectif la légende du Hollandais volant. Ce qui, pris au sens littéral, serait une superbe inspiration pour ce premier starter. Je me permets d'ailleurs de vous rappeler notre supposition sur l'omniprésence du type spectre dans cette 9ème génération et sur le fait que ce Hollandais volant se trouve être le plus célèbre des navires fantômes, sans compter le récit qui relate ses voyages entre les mondes au lever et coucher du soleil en émettant une lumière atypique. N'oubliez évidemment pas qu'il s'agit ici de pure théorie. Le second starter, petit félin producteur d'herbe, nous fait penser quant à lui au folklore ibérique tournant autour du lynx. Et il se trouve qu'il existe un marin légendaire lié au lynx, et plus particulièrement à son prétendu talent de vision. Là encore rattachable au thème de la lumière et des phénomènes qui y sont liés. L'Argonaute Lynx. Lynx était le talentueux pilote de l'équipage de Jason sur l'Argos, et les légendes disent de lui que ses yeux pouvaient voir à travers les murs, la mer et même les nuages. L'expression « avoir des yeux de lynx » serait en fait un biais de langage progressif venu de « avoir les yeux de lynx ». Yeux de lynx, lumière, lynx, voilà ce que nous inspire ce starter de type plante, comptant d'avance parmi les plus appréciés des 9G confondus. Et enfin, pour le troisième starter, ce mignon petit croco choco. Oui, Mélo, t'es têtu avec ton piment, c'est une fève de cacao la forme de son corps. Semble nous amener droit en Amérique du Sud, continent précisément découvert et colonisé par les conquistadors. De récents leaks, s'ils sont avérés, font état d'une évolution prenant la forme d'un reptile à plumes, qui n'est pas sans rappeler une créature parmi les plus mythiques du folklore sud-américain, le Quetzalcoatl. On remercie Mélo qui m'a forcé à le prononcer. Je ne pense pas avoir besoin de m'étendre davantage en explication sur ce starter-là, le mythe du serpent à plumes étant bien assez connu comme ça.
En bref, tous les starters seront inspirés selon notre théorie du folklore hispanique, historique et maritime principalement, tout en ayant un lien non négligeable avec les thèmes spectraux et lumineux que ces jeux apporteront. Nous pourrions également vous faire part d'une théorie bien ficelée au sujet des scénarios des 9 et 10e générations, mais d'autres vidéastes se sont prêtés à ce jeu avant nous. Et vous aurez déjà compris précédemment que nous nous attendons à un délire de guerre interdimensionnelle déclenché par exemple par Helio, par les Rainbow Rockets, par AZ, ou même par Eternatus de base selon les événements passés que nous ne connaissons pas encore. Nous reviendrons juste sur un point loufoque qui pourrait autant vous faire rire que vous hyper, et c'est Belladonis. Belladonis apparaît en 4ème génération en tant que policier international enquêtant sur la Team Galaxy. Notez qu'il prend d'ailleurs possession de la pierre magma de Hitran dans Platinum. Puis nous le retrouvons en 5ème génération sur la trace des sages de la Team Plasma, puis il revient en 6ème génération en tant que détective privé à Illumis après avoir vraisemblablement perdu son Cradopo. Non. Et en 7ème génération, nous le retrouvons à traquer les ultra chimères aux côtés d'une autre téléportée amnésique, Cathy, championne de la tour de combat dans Emerald. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Vous pensez toujours que c'est un simple personnage fun? Dans Ultra Soleil et Lune, la nouvelle ultra chimère à découvrir est un harlequin type spectre-feu, semblable au harlequin des carnavals typiques des pays chauds, et dont la fraise n'est pas sans rappeler la noblesse époque Charles-Quint que nous évoquions plus tôt. Toujours pas convaincu? Certains fans aiment relier Belladonis au policier de rouge et bleu qui traque la Team Rocket, devenu Rainbow Rocket. Non, toujours rien. Donc pour résumer, un policier omniprésent depuis la 4ème génération, visiblement incapable d'arrêter les méchants qu'un gamin de 12 ans arrête pourtant à sa place, mais capable cependant de guider les 10 gamins en leur offrant des objets plus qu'utiles, et qui voyage de monde en monde accidentellement, mais toujours en atterrissant au bon endroit, alors même que créer plusieurs Belladonis différents aurait été beaucoup plus simple et cohérent, comme pour n'importe quel autre PNJ des 4 premières générations qui reviennent dans celles d'après en fait. Et ce, en étant amnésique, mais quand même capable de se souvenir de ce qu'il faut pour aider les protagonistes dans leur quête. Vous trouvez toujours ça hasardeux et juste fun, vous? Vous avez pas un peu l'impression, joueur de Pokémon, que Game Freak fait clairement mumuse avec vos neurones au sujet de ce dino blasé? Vous savez, son nom de code. Oui, Dino blasé. Quand on sait ce que Nintendo voulait faire à Game Freak pour le fric avant que ne naisse Pokémon, mais c'est cette même fierté qui leur a fait refuser, là encore, dès leur début, cependant, de modifier leur formule Capsule Monsters plus poissons et insectes, typiquement japonais, pour une formule suggérée par Nintendo qui aurait dû consister en des combats de dinosaures à la sauce Dragon Quest par exemple. Avouez que c'est assez cocasse. De surcroît, ce grand manteau crème et cette coupe en brosse me rappellent un personnage de fiction célèbre pour sa capacité à voyager dans le temps et l'espace, dans sa plus que célèbre cabine de police, mais vraiment, je me rappelle pas qui. Surtout que je crois me souvenir d'une apparence qu'il avait eue avant celle-ci, mais là encore ça me reste sur le bout de la langue. À croire que j'ai précisément perdu les souvenirs qu'il fallait, comme si j'avais été flash. Sorry. De quoi on parlait déjà? Ce qui nous semble certain, c'est que la 9ème génération ne saurait conclure un scénario ficelé depuis au moins la 5G, et ce alors que tout porte à croire que même les remakes de la dite 5G interviendront à la sortie de la 10G. La 9G sera plutôt l'ouverture de la dernière ligne droite, la révélation de tout le bordel cosmique et royal que nous préparait Game Freak depuis un moment maintenant, avant la conclusion que nous offrira très symboliquement la 10ème génération des jeux Pokémon. Nous sommes en 2022, la 9ème génération arrivera vraisemblablement en 2022 ou en 2023 selon les événements de cet été, aura sans doute droit à sa suite en 2024 ou en 2025, avec sans doute un second opus de Legends entre deux, et c'est en 2026 que Game Freak fêtera les 30 ans de la création de Pokémon avec la 10ème génération de jeux. Et tout le monde sait que Game Freak rigole zéro avec ses anniversaires. 30 ans, c'est fort. 30 ans, c'est beau. Et surtout, 30 ans, c'est beaucoup. C'est l'âge d'un adulte.
Game Freak le savent, ils savent que leurs fans de toujours sont désormais majoritairement des adultes, bien que les enfants soient toujours autant un public cible par souci de préservation de leur avenir, et pour les 30 ans, difficile de ne pas imaginer un bombardement de nouveautés et d'innovations. Qu'est-ce qui pourrait révolutionner la licence à ce jour? Open World, Cloud Gaming, gaming de salon et non de poche, PVP plus développé en ligne, il y a de quoi faire à vrai dire. Et désormais, la Nintendo Switch offre des possibilités dantesques à Game Freak pour remettre Pokémon sur les rails des consoles de salon, comme il l'avait fait sur GameCube à l'époque des Pokémon XD et Colosseum. Vous noterez d'ailleurs que le multivers Pokémon permis par les Ultra Brèches rend désormais tout à fait canonisables les épisodes plus adultes qui avaient vu le jour sur GameCube. Vous la voyez venir cette opportunité vous aussi? Sans parler des concepts provenant des jeux de cartes tels que les espèces Delta, dont le principe se rapproche ici, en l'occurrence, assez de ce que nous évoquions avec notre théorie du prisme Delta. Que serait un jeu Pokémon en monde ouvert total, où par exemple l'intégralité des régions était désormais visitable, comme l'était Kanto en 2G, en un seul jeu, aidé par l'exploitation intelligente de la technologie du cloud gaming? Que deviendrait le lore de Pokémon si, passé les 30 ans de la licence, il devenait désormais possible d'explorer de nouvelles réalités ou de nouvelles époques, comme nous le tease un peu ce maladroit premier Legends Arceus? Que deviendrait la licence Pokémon elle-même si nous passions d'un scénario général kid-friendly à une multitude de scénarios tantôt adaptés aux enfants, tantôt artistiquement libres et plus adultes, venant pourquoi pas se calquer à la complexité scénaristique de la multitude de styles, comme nous en offre notamment la licence Zelda. Et surtout, qu'adviendra-t-il de Game Freak et de son chiffre d'affaires déjà incroyable pour un petit studio, bien aidé par la Pokémania, si, avant l'entrée dans la décennie 2030, il parvenait à se constituer des bénéfices équivalents à ceux de Nintendo eux-mêmes, et ce, alors qu'il n'échappe à personne que Game Freak ne considère pas les papas de Mario avec la plus grande des reconnaissances. À n'en pas douter, nous assistons désormais aux prémices de ce que nous avons choisi de nommer une super révolution. Car plus qu'un changement de paradigme pour Game Freak et la licence Pokémon, il va également s'agir à coup sûr d'une presque brutale évolution de ceux-ci dans leur identité. Par conséquent, non, il ne s'agissait même pas d'un titre putaclic. Vous allez ainsi pouvoir nous envoyer vos éventuelles larmes de rage par Chronopost pour vous racheter de votre médisance anticipée, afin de nous permettre humblement de nous en délecter après des heures de travail intellectuel que nous venons d'investir dans cette vidéo, dont nous sommes très fiers, figurez-vous. Merci à tous ceux qui seront arrivés au bout de notre argumentaire. C'était encore un vrai régal pour nous de pouvoir vous faire étalage de nos analyses et théories sur un sujet qui nous passionne ardemment. N'hésitez pas à nous encourager en lâchant un petit pouce bleu, un commentaire, un abonnement, un partage ou même un petit smic si vous voulez, on crachera pas dessus. N'hésitez pas non plus à nous proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici ou sur nos chaînes personnelles. En attendant la prochaine, on vous dit La bise sur vos fesses.